Et on se retrouve, donc, comme je vous l'avais promis, avec nos entrepreneurs, donc vous, mais aussi Arnaud Gibaud, qui représente Amiens. Vous êtes, Arnaud, le fondateur du groupe AOLT et président de la tech amiénoise. On a Vincent Demortier avec nous, qui joue à domicile, Saint-Quentin. Vous êtes gérant, alors est-ce qu'on dit 4 planètes ou 4 planètes? Ok, 4 planètes. Et vous êtes aussi le vice-président du Faubourg numérique. Et on a aussi Monji Zidi, on a déjà parlé de vous, Monji. Vous êtes PDG d'Archimède, vous êtes un pionnier, on le disait, puisqu'avec Fabrice, déjà il y a 10 ans, vous faisiez avancer la robot numérique dans la région. Et puis vous êtes président de Lille is French Tech. Alors, avant qu'on parle de toutes ces activités-là, ce qui m'intéresse moi en premier, c'est vos parcours d'entrepreneur, y compris les freins dont vous avez parlé, par exemple, Fabrice. Est-ce que vous pouvez nous raconter, chacun, tous les trois, quel a été votre parcours d'entrepreneur, de votre idée, aux galères et aux succès que vous avez rencontrés? Et puis après, on parlera de ce que vous avez mis en place pour aider les autres. On commence avec vous, Arnaud. C'est quoi votre histoire d'entrepreneur à vous? C'est pas vraiment une histoire, dans le sens où, en gros, je jouais à faire des sites web, on va dire ça comme ça, et puis il se trouve qu'il y en a un qui a marché. Voilà. Lequel? Donc e-monsite.com, e-monsite.com, qui est une plateforme de création de sites web en ligne. Les difficultés d'il y a 10 ans, c'est que quand on parlait d'un modèle freemium, en gros, qui consiste à dire on offre un service qui a priori vaut cher, mais on va le mettre gratuitement sur Internet avec un abonnement super pas cher, mais on va faire des volumes. On va dire les structures d'accompagnement à la création d'entreprises n'étaient pas chaudes sur le sujet, voire même hyper défaitistes. Les structures, c'est des structures publiques ou les banques ou... Alors, ouais, on va dire structures publiques. Et les banques, en fait, il n'y avait pas besoin de banques pour faire ça. C'est l'intérêt d'Internet. Il n'y avait pas véritablement besoin de banques pour pouvoir démarrer. Après, il peut y avoir besoin de banques, en revanche, sur ce genre de projet pour pouvoir accélérer, ça c'est sûr. On s'est passé de cette partie-là. Ce qui d'ailleurs sûrement pose problème sur notre extension à l'international. Parce que vous avez des freins actuellement pour grandir? Alors en France, on est arrivé à une maturité de marché sur cette partie-là CMS en ligne. Il y a eu aussi des gros concurrents, et notamment américains, qui sont arrivés avec plein de millions de dollars, voire centaines de millions de dollars, qui sont venus plutôt agrandir le marché que de manger les parts de marché qu'on avait. Donc il n'y a pas véritablement de stress dans leur arrivée. Par contre, c'est sûr que nous, on n'avait pas cette capacité à faire grossir ce marché-là, parce que pas les moyens économiques de communiquer suffisamment fort comme eux l'ont fait. Le CMS, ce que vous avez dit, c'est ce qui permet d'administrer, de gérer un site. C'est un outil de création et de gestion de sites web. Ouais, voilà. Ça. Qui permet de faire soit des sites, contenus, soit de faire des sites e-commerce, et puis de faire des blogs. Enfin, voilà, c'est un outil qui permet aux gens et aux entreprises, aux associations, de pouvoir créer leur site super facilement et pour super pas cher. Et donc aujourd'hui, c'est votre activité principale? Alors c'est l'activité qui économiquement tourne le mieux. Ouais, En fait, j'ai 3 entreprises. Donc j'ai e-monsite.com, voilà, agendaculturel.fr, et une agence web sur laquelle on fait beaucoup de R&D. Et sur lequel aujourd'hui on est en train de créer une autre structure. Alors tout à l'heure je m'amusais en regardant tes slides sur il faudra que tu en rajoutes un sur les poules connectées aussi. Parce alors ça c'est votre nouvelle activité, voilà, c'est le poulailler connecté. On est en train de créer une nouvelle start-up où on crée un poulailler connecté à Internet de façon très sérieuse, parce que au démarrage ça fait un peu sourire. Donc c'est le poulailler qui est connecté, c'est pas chaque poule qui a un bracelet? Alors si elles ont un bracelet, enfin c'est pas un bracelet en fait, elles ont une bague RFID, et le poulailler lui il est connecté à Internet pour envoyer les informations. L'idée globalement c'est de donner aux gens, on va dire de se servir du prétexte du numérique pour donner aux gens d'avoir envie d'avoir un poulailler chez eux, et du coup de revenir dans un cycle où on a en théorie pas besoin de la techno, qui consiste à dire je donne mes déchets, en mangeant mes déchets elle me produit des œufs, et tout ça devient un cycle super normal. Alors si j'ai bien compris, c'est-à-dire que le poulailler connecté, ça sert à rendre le poulailler sexy
pour que j'ai envie d'avoir un poulailler? Ouais, et puis ça sert à donner des conseils sympas pour mieux élever ses poules. Sûrement, tout à l'heure, tu parlais d'Equisense, ça permet de savoir plus sur la santé de son cheval. Bah là, on en saura plus sur la santé de ses poules et de son poulailler. Et puis surtout, on va avoir des conseils pour mieux être un éleveur peut-être de meilleure qualité, en tout cas en étant plus vigilant sur la vie de l'animal, puis de les rendre, et ça match sur le premier slide sur les chats, les chiens, de rendre finalement les poules comme des animaux de compagnie et de les intégrer véritablement dans son habitat. Je suis obligé de vous demander si vous avez des poules chez vous? J'en ai toujours eu. Ah, ok, d'accord. Donc vous pratiquez déjà avant d'essayer de nous vendre ça. Oui, bah, c'est-à-dire que je pense qu'on fait déjà de base, en tout cas c'est mon cas, ce qui nous plaît, et après on essaye d'en faire un job. Donc c'est par amour des poules que vous avez inventé ce poulailler connecté. Alors, effectivement, amour des poules, ouais, j'adore les poules. Ouais. Vincent, est-ce que vous pouvez nous raconter alors votre histoire d'entrepreneur à vous? Wow. Moi, j'ai créé ma propre boîte un peu tardivement. J'ai d'abord travaillé dans l'industrie, à l'international, dans la logistique, chez un équipementier automobile, chez Valeo, pour ne pas le citer. Donc, j'avais jamais travaillé en France avant de devenir d'abord consultant indépendant dans ce domaine-là. Et puis en tant que consultant indépendant, on a développé des applications avec une task force dédiée sur ces projets-là. Ça a pris une certaine ampleur et donc s'est posé la question de la création d'entreprise. Et puis il y avait un besoin de reconnecter avec mes racines. Donc je me suis dit, on était parti pour créer la boîte au Luxembourg, pour dire les choses clairement. Et puis on s'est rendu compte que en se posant la question de où on va créer la boîte, et cette question de dire tiens, j'aimerais bien aussi revenir un peu en France, et on s'est rendu compte qu'effectivement, pour faire court, à Saint-Quentin il y avait des formations à l'université en logistique, en électronique embarquée, en mécanique numérique, je vais arriver, et en informatique. Et donc, on a vu qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces gens-là. Il s'est trouvé que ça pouvait être une bonne source de recrutement pour la boîte, et on a créé la boîte à Saint-Quentin. Et pourquoi vous avez besoin de ça? Votre entreprise, elle ambitionnait de faire quoi à l'époque? Vous faites quoi? Alors, cette boîte-là, finalement, donc on a le produit qu'on propose, c'est une plateforme collaborative de gestion de la logistique. On a un gros client dans l'agroalimentaire qui utilise notre plateforme en fait pour gérer tous ces flux de distribution dans les pays où il n'y a pas une entité dédiée. Vous pouvez le citer, sauf si c'est secret? Ouais, c'est une boîte qui s'appelle Ferrero, là, qui va faire beaucoup de business au mois de décembre pour les fêtes. Une toute petite entreprise? Ouais, non, c'est une grosse boîte. Et d'ailleurs, j'aurais dû aussi vous poser la question, Arnaud. Vous avez créé de l'emploi, donc déjà votre propre emploi. Est-ce que vous avez déjà des équipes? Oui. Combien de personnes? On reste une TPE de 5 personnes. D'accord. Et vous? On est 25. D'accord. Okay. Donc déjà une PME. Oui, sur 3 sociétés. Mais on ne s'est pas calculé comme ça. C'est-à-dire que l'idée, effectivement, c'était pas forcément dans un sens de créer de l'emploi. C'était pour faire autre chose, il faut travailler avec plus de gens, puis il faut mélanger les compétences. Après, au bout d'un certain temps, on arrive à un certain nombre, mais c'est pas une démarche spécifique. C'est pas le premier but, c'est une conséquence de vos idées en fait. Ouais, puis plein de rencontres où on se dit tiens, ce serait cool que tu bosses avec nous aussi. D'accord. Mongy? Oui. Alors vous, c'est Lille, oui. Le seul qui a un club de Ligue 1. Vous, c'est c'est Archimède, oui. L'entreprise que vous avez créée. Vous pouvez nous raconter l'histoire d'Archimède? Bon, ça me rajeunit parce que c'est vrai, ça fait. C'était il y a 10 ans. Cette question il y a 23 ans. 23 ans. Donc, à l'époque, on ne parlait pas des startups, on parlait des entreprises. En fait, en 3 mots, ce qui nous a peut-être mes associés et moi à l'époque, c'est qu'on était parmi les premiers en ayant une incubation à l'université. C'est-à-dire, on était les premiers à faire une junior entreprise à l'université. Et on s'est dit, s'il y a un de nous crée une entreprise et appelle les autres. Et on a eu la chance de rapidement démarrer par un projet où le concurrent n'était pas une petite entreprise, c'était quand même une grande entreprise
face à un client assez exigeant et important qui était la ville de Valenciennes avec le maire Borloo. Et il fallait créer la première médiathèque au monde et qui regroupe et fait converger l'image, le son, le texte, la vidéo, les manuscrits, tout en numérique en 93. Donc vous imaginez revenir à 23 ans derrière, quand vous avez une start-up de 3 personnes face à IBM et qu'il faut répondre à un appel d'offres et que vous osez faire une vision du projet numérique complètement différente et absurde. C'était les CD-ROM à l'époque, c'était à peine Internet. Exactement, donc on faisait du serveur de CD-ROM, c'est-à-dire on faisait un jukebox plein de CD-ROM qu'on peut consulter à distance via un intranet. À l'époque, on ne parlait même pas intranet. Parce que et je ne vous raconte pas les débits, ça ne devait pas aller très vite. Ah non, par contre, on était le premier à faire le premier réseau haut débit au monde, c'était de l'ATM. On faisait de 155 mégabits par seconde. Ah, c'est pas mal quand même. Voilà, exact. Et effectivement, en fait, on a osé sortir des Minitel et sortir de vraiment des freins technologiques qui bâillonnaient complètement la France. Et on a eu cette audace de dire, si on doit imaginer, et ça, l'esprit universitaire est intéressant, parce qu'on était libérés. On n'avait pas d'existant qu'il faut vraiment garder, on n'avait pas, donc on était libérés, et Borloo nous a, et le maire, et Riquet à l'époque c'était son maire adjoint, ils nous ont donné carte blanche en disant, puisque vous êtes capable d'imaginer la bibliothèque de futur en 94, allez-y, répondez. Et on a répondu, on a gagné contre IBM, et l'année d'après on était au Vatican. Donc, et ça, je crois, c'est ce que j'essaye via la French Tech. Au Vatican. Au Vatican. Donc vous avez fait la bibliothèque numérique du Vatican. Donc, vous avez eu le pape comme client, ça c'est rare. Voilà, c'est rare, mais bon, on n'a pas numérisé, on a donné les outils qu'il faut pour dématérialiser et surtout numériser des manuscrits. Parce que c'était l'innovation aussi palpable à l'époque, parce qu'à Valenciennes, il y avait le premier texte poésie française, le premier manuscrit au monde, qui est sollicité par tous les chercheurs partout dans le monde, dont la ville ne pouvait ouvrir qu'une semaine par an pour 3 ou 4 chercheurs. Et le fait qu'on a numérisé, qu'on a mis en réseau et qui était accessible en 94, c'était vraiment le buzz qui nous a fait que la Bibliothèque nationale de France venait nous chercher, le Vatican et autres. Et ça, je crois, le frein, c'était, on était petits, mais en même temps, on était libérés. Et les deux ont fait que, bon, on a osé, on a dit, de toute façon, il faut vraiment dépasser l'existant. Et c'est vrai, à l'époque, beaucoup réfléchissaient Minitel. Donc, quand vous voyez Minitel de l'autre côté, vous êtes à 155 mégabits par seconde. Rapidement, vous donnez un temps différent de la technologie. Vous étiez combien à l'époque? Vous dites on, nous, c'était juste 3 associés? 3 associés, donc dès la création. Et c'est grâce à nos différentes compétences, on a pu inaugurer la première médiathèque qui regroupe tout, en fait tous les médias, la convergence, pour montrer que finalement il y a un avenir autre que le Minitel et que c'était TCP/IP au moment où IBM refusait que l'avenir n'était pas TCP/IP, parce que IBM défendait un autre modèle complètement différent. Un autre standard. Un autre standard, c'était l'analogie. Ouais. Ils ne croyaient pas au numérique, vidéo numérique, parce que TF1, à l'époque, ils avaient des solutions analogiques, il fallait converger. Ils disaient numériser la vidéo, non, il faut utiliser l'analogie. Token Ring, c'était le protocole un peu d'IBM, OS2 qui disait Windows n'a pas d'avenir. Vous voyez tout ce qui, quelque part, si on n'avait pas cette vision, on aurait pu vraiment tomber dans le piège. Donc finalement, une des premières difficultés, c'était un peu le protectionnisme de l'ancien monde. Exactement. Qui voulait Exactement, surtout avec une ville, et c'est là où je salue Jean-Louis Borloo et Dominique Riquet à l'époque, parce qu'ils étaient deux décideurs et qu'ils ont fait confiance à une entreprise qui vient avec un concept et avec une vision et une recherche par rapport à un géant en face qui donnait toute la sécurité. Et à l'époque, je me rappelle, Jean-Louis Borloo nous disait je vous ai choisi à la place d'IBM, mais si vous me plantez, je vous tue. Donc, et nous, on n'avait rien à perdre. Donc il fallait passer du concept universitaire, recherche, qui était que de la théorie,
à un vrai projet pratique sur lequel on voyait l'usage. Et c'est ça, en fait, depuis, Archimède se développe autour de l'usage en cachant toute la technologie, parce que finalement, ce qui est important, c'est l'usage et pas la techno. 22 ans plus tard, vous en êtes où? Maintenant, nous sommes une entreprise qui a 125 collaborateurs. Nous sommes présents aujourd'hui en France, au Canada, en Tunisie. On a fait une acquisition de notre concurrent à Grenoble. C'est une entreprise qui se développe très bien et surtout à l'international. Fabrice, un mot aussi de votre part. Vous m'avez dit, vous êtes aussi entrepreneur, même si vous ne gérez plus directement vos affaires, c'est ça? J'ai laissé ma femme s'occuper de mes affaires. En fait, moi, j'ai créé sur un coup de tête en 2006. J'en avais marre de voir les bêtises que faisait mon patron ou les erreurs stratégiques qu'il faisait. Donc, je me suis dit, je ne ferai pas celle-là. Donc, au bout d'un moment, il vaut mieux y aller toi-même. Et donc, j'ai créé une boîte tout à fait modestement avec 8 000 € de capital, une boîte de consulting où je me suis dit, je vais mettre mon cerveau à disposition. J'ai rencontré un sacré bonhomme qui s'appelle Mangizidi. Je vois de qui vous voulez parler. Voilà, et qui m'a dit, qui m'a prêté du mètre carré déjà. Qui était le plus gros incubateur de Lille à l'époque, et qui m'a dit, tiens, regarde, là, il y a un projet qui s'appelle Euratechnologie, un élu qui veut réhabiliter... Là, on est en quelle année? C'est combien de temps après votre histoire d'entrepreneur à vous? C'était en 2004. Ok, donc 10 ans plus tard, vous aidiez déjà vos petits camarades. Ouais. Et donc, il m'a dit, il y a un projet qui s'appelle Euratechnologie, les politiques ont décidé de fabriquer un parc d'affaires, mais ils ne savent pas comment remplir. Et au départ, je prends le projet, mais je me dis que c'est pas pour moi parce que je suis pas vraiment une agence immobilière. Mais c'est vrai qu'il y avait on a un réseau dans l'IT qui fait qu'on connaissait du beau monde, du grand monde. On connaissait les gens qui étaient capables de remplir ça. Et en fait, j'ai répondu parce qu'il m'a fait il me faisait plus confiance que je me faisais confiance à moi en fait. Donc j'ai répondu à l'appel d'offres, on l'a gagné. Et sur un malentendu, 6 mois après, on signait Microsoft. On signait Cisco, on signait Capgemini et Euratechnologie est devenu le succès qu'on connaît aujourd'hui. Et cet homme-là, encore lui, m'a appris il y a 2 ans... C'était pas préparé, hein, je vous rassure. Ouais, non, et en plus, il aime pas ça, mais je le fais quand même. Mais encore lui m'a appris qu'on pouvait racheter une société sans sortir 1 euro. Et c'est grâce à lui qu'on l'a fait. C'est grâce à lui qu'on l'a fait. Arnaud, Vincent, est-ce que vous aussi, vous avez eu des anges gardiens? Aujourd'hui, qui vous a aidé en fait dans votre entreprise? Est-ce que vous vous êtes fait tout seul, comme on dit? Ou est-ce que quand même il y a eu des associations, des gens bien intentionnés, des pouvoirs publics, des banques qui vous ont aidé à avancer? Ou est-ce que ça a été une galère, une tannée, où vous avez tout fait tout seul? J'aime pas trop cette question. En fait, non, il n'y a pas eu beaucoup d'anges gardiens. C'est justement un peu l'objet de ce qui se passe aujourd'hui au travers des French Tech et tout ça, c'est de s'assurer d'en croiser. Mais c'est pas dans mon parcours, non. Et vous, Vincent? Ouais, bah c'est pareil. Ce qui a aidé, c'est la solidarité entre entrepreneurs. Vu qu'on ne trouvait pas notre compte aussi bien sur les institutionnels que sur le monde bancaire. En fait, pour faire la transition avec un autre entrepreneur local qui s'appelle Pierre Lecointre, qui a créé Silfeo, on a décidé de créer une association qui s'appelle Faubourg Numérique et qui a trois vocations. D'abord très pragmatique, d'avoir un lieu pour héberger nos entreprises, donc du mètre carré, comme vous disiez tout à l'heure. D'avoir une structure pour être un interlocuteur en fait avec l'écosystème local et je vais en profiter pour faire écho au super pitch de Jean-Claude Delevoye en fin de matinée. Un des objectifs de cette association, c'est d'assurer un leadership entrepreneurial qui soit contestataire mais qui soit aussi positif par rapport à ce que les collectivités veulent faire, à ce que les institutionnels veulent faire, d'avoir cette vision de terrain et aussi pour faire allusion à un autre grand inspirateur des politiques régionales qui est Jeremy Rifkin, on veut être un acteur du pouvoir latéral, donc sans arrogance, mais aussi avec force et à l'échelle du territoire. Être cet empêcheur de tourner en rond et de dire il est temps de faire les choses autrement. L'idée, c'est de renverser un peu la table, c'est de ne pas faire justement ce que je vous demandais, d'aller chercher un ange gardien là-haut, mais d'inventer vos propres solutions d'entrepreneurs, vos propres lobbies, associations, pour que ça vienne de vous, pour changer les choses.
Voilà, c'est ça. Et l'autre, ce qui nous a aidé aussi beaucoup, donc en tant qu'association, en tant qu'entrepreneur, c'est d'une part les relations, ce qui a été évoqué aussi avec les grands groupes. Donc, ici, on a, de par nos entreprises, moi, mon entreprise, on travaille sur les plateformes de Google, celle de Pierre, c'était avec les plateformes de Silfeo. Et donc, ces entreprises, ces groupes-là aussi avaient besoin de relais sur le terrain. Avec un certain niveau, et donc on a apporté aussi ce relais-là à Google et à Salesforce. Donc d'avoir aussi ces gens-là avec nous, c'est ça qui nous a vraiment rendu forts, y compris vers les clients, mais en particulier aussi avec les institutions. Et le troisième niveau aussi qui nous a vraiment beaucoup aidé, c'est que l'association, au travers des entreprises et aussi au niveau de l'association, on est rentré dans des projets européens basés sur l'entrepreneuriat, et on s'est aussi focalisé dès le départ sur l'Internet des objets. Donc d'avoir quelque chose de très, très ciblé, de très clair sur la vision, ça nous a aidé effectivement à attirer l'attention de... bon, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, j'avais une presse, je ne sais pas si on la passera, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails à ce niveau-là. Je vais juste dire un mot sur Silfeo aussi, quand on parlait des success stories. C'est ce qui charpente l'activité en tant qu'association. Silfeo a été acquis par l'alliance Renault-Nissan. Donc de fait, ça veut dire que l'alliance Renault-Nissan implémente un de ses centres de recherche et développement sur la voiture connectée à Saint-Quentin. Donc c'est quelque chose qui est très structurant et très impactant aussi pour nous. Mongy, vous êtes président de Lilith French Tech. On entend beaucoup parler de French Tech. Il y a des autocollants, des pins French Tech. C'est quoi French Tech? C'est cette idée d'un pouvoir latéral, de reprendre le pouvoir? C'est un label? C'est quoi? Je crois que ce qu'il faut retenir de la French Tech, c'est cette notoriété, une marque qui a porté ses fruits, et surtout à l'échelle internationale. Voilà. Si on veut vraiment résumer, c'est qu'on a eu la chance qu'à un moment, au lieu de parler en ordre dispersé, chaque territoire, il invente une marque un petit peu et aller à l'international, de prendre une seule et d'essayer de le marketer. La French Tech, c'est une marque qui a bien pris. D'ailleurs, rien que l'exemple l'année dernière à CES, c'était la deuxième délégation où on parle de l'expertise française. Et ce que tout le monde, investisseurs, journalistes, grands acteurs du monde ont retenu un mot, c'est French Tech. Donc le CES, c'est le grand salon de l'innovation à Las Vegas, chaque année, où chaque pays envoie ses délégations, on voit beaucoup de startups, et c'est vrai qu'en ce moment, à chaque fois, on entend les Français ont fait un malheur. C'est ça French Tech. C'est ça. C'est d'arriver ensemble. En groupé, en ordre groupé, les 13 territoires labellisés parlent une seule langue, French Tech tout court. Et là, d'un coup, le Lille disparaît, PACA disparaît, tous ces éléments disparaissaient autour de la thématique French Tech. Effectivement, quand vous êtes investisseur ou vous êtes journaliste, c'est beaucoup plus facile quand vous avez une marque qui porte de développer. Et d'ailleurs, tous les territoires en profitent parce que derrière, on dit c'est en France que ça se passe. Ce qui fait que cette année, quand il y a eu le concours pour attirer des entreprises en France, on a eu un succès fabuleux dans la région Hauts-de-France, et Lilith French Tech tire le gros lot. Donc aujourd'hui, nous attirons beaucoup d'entreprises qui veulent s'installer en France. Et ça, pour moi, parmi les résultats de le label French Tech, c'est qu'on peut donner le French Tech Ticket, qui est une bourse que l'État français donne à des entreprises qui viennent s'installer sur les territoires. Et dans la région Hauts-de-France, on a 4 territoires qui peuvent accueillir des entreprises qui se développeront sur nos territoires. Et ça, c'est un élément important quand même. Comment on fait pour être labellisé French Tech, pour être membre de la French Tech? Est-ce que c'est une sorte d'élite? Est-ce que c'est difficile de la rejoindre? On entendait Xavier Bertrand ce matin qui disait qu'il était allé voir Emmanuel Macron et que c'était très important. Comment on fait? Est-ce qu'il y a une justice? Comment... Non, c'est pas une justice. Je crois que c'était plutôt... c'est bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est comment quand on est une entreprise, s'il n'y a pas le French Tech, s'il n'y a pas de French Tech, on sera comme ce qu'on était en train de raconter. Nous sommes 4 entrepreneurs, on raconte nos histoires et comment on se développe. On se développe à l'échelle de l'entreprise normale.
malheureusement, la filière numérique et le digital enterprise ne peut pas prendre le même échelle-temps des entreprises habituelles. Aujourd'hui, si vous mettez plus que 18 mois pour donner une visibilité à votre entreprise, bah vous êtes mort. Si vous restez sur un marché franco-français, vous êtes mort. Voilà, et si vous ne levez pas les fonds au bon moment, en accélérant, vous êtes mort. Donc finalement, la French Tech, c'est de dire, bah, s'il y a des pépites, s'il y a des graines des champions, s'il y a des entreprises à vocation internationale et qu'il faut développer, il ne faut pas qu'elles mettent 5, 6, 10, 7 ans. Moi, j'ai mis 23 ans pour comprendre que je peux acheter mon concurrent. Bah, aujourd'hui, je dis à beaucoup d'entreprises, tu peux acheter ton concurrent si tu as le bon produit, si tu as la bonne vision, si tu es capable de faire. Et en même temps, si tu ouvres ton capital, ça ne veut pas dire que tu seras beaucoup plus faible. Au contraire, il vaut mieux avoir 5% ou 10% ou 50% d'une entreprise qui est leader mondial que 100% d'une entreprise qui reste entre Saint-Quentin et Amiens et Lille. Arnaud et Vincent, je vous voyais approuver. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous vous êtes engagés sur vos territoires? C'est pour aider les autres? Enfin, vous êtes d'accord avec ce que Mongy vient de dire? Alors, la Tech Amenos, c'est né comme ça. Enfin, c'est né en regardant ce qui se passe à Lille, quoi. Globalement, c'est ça. En gros, il y a 2 ans, il y avait les labellisations, Lille, Nantes, Lyon, etc. Et Damien, donc un petit peu plus loin, on s'est dit ça arrivera jamais chez nous. Ça arrivera jamais chez nous. 2, on voit qu'il y a une dynamique qui est à la fois cool, qui a plein de raisons, qui a toutes les raisons dont tu viens de parler. Et comment nous on fait pour pas rater la marche pleinement, alors que c'est quand même une initiative métropole, des agglomérations. C'est pas les entreprises qui vont chercher la labellisation. Du coup, comment nous on fait pour pas rater la marche? En gros, sur le site de French Tech, il y a c'est faire de la France une start-up, c'est pas faire uniquement des start-up dans les agglos qui ont demandé la labellisation. Donc en gros, on prend son bateau de pèlerin, on va voir les Lillois, on discute avec les gens à Euratech, avec Fabrice, tout ça, et tu te souviens de ces moments. Comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les rencontres? Comment ça marche? Et puis là, il y a plein de super infos et plein de trucs. Il se trouve qu'en plus, une de ces journées-là, c'était aussi une rencontre Lille French Tech et Nantes French Tech, et du coup encore un autre écosystème avec qui est plutôt super cool aussi, avec qui échanger. Et puis retour sur Amiens où on ne peut pas rater cette marche-là, il faut qu'on soit dans la même dynamique. Et tant pis pour la labellisation et on avance. Puis il se trouve que depuis quelques mois, Amiens, la métropole, a aussi, au même titre que Saint-Quentin, déposé un dossier de labellisation French Tech. Alors là, sur la partie e-santé, qui est moins notre partie, mais qui a un vrai dynamisme sur Amiens. Et puis du coup, finalement, il y a une labellisation sur la partie e-santé. Donc c'est très bien. Et puis ça veut dire aussi que, et je pense que tu diras la même chose, le but aussi de French Tech à l'international, c'est évident et ça se voit sur tous les salons, mais c'est aussi, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, c'est aussi faire rencontrer ces écosystèmes, parce qu'on sait qu'à l'intérieur d'une ville, ce qui match, c'est faire rencontrer les entreprises et les compétences et les gens différents. Et à l'échelle de la France, c'est faire rencontrer ces écosystèmes, et à l'international, c'est de jouer tous ensemble pour avoir une vraie marque qui porte. Donc en fait, il y a la critique, c'est en gros il n'y a rien, c'est qu'un label. Mais en fait, c'est un label et c'est super que ce soit ça parce que ça marche là-dessus. Et donc voilà, nous sur la dynamique qu'on a portée, c'est ça. Et du coup, maintenant, on se dit tiens, on va non seulement travailler avec Euratech et les Lillois, mais aussi avec Fourbourg Numérique, avec Compiègne, avec tous ceux qui ont envie de bosser avec nous. Mais là, c'est un peu le monde des bisounours, mais il y a pas une rivalité entre les différentes villes? Est-ce que chacun a son savoir-faire? Est-ce que, par exemple, il y a les startups de la santé qui vont se développer dans une agglo sur un territoire, qu'en face, ce sera des objets connectés qui n'ont rien à voir sur les poules, par exemple? Ouais, mais normalement, les French Tech sont des boîtes. Hein. Quand elles ont décidé de se créer et de jouer, elles sont au courant en amont qu'il y a de la concurrence et elles ont accepté de jouer cette règle du jeu. Ça veut dire que oui, il y en a un autre qui va se créer qui fait la même chose que moi. Alors soit je le rachète, soit je travaille avec lui, soit c'est mon concurrent et on se tire la bourre. Et finalement, si on se tire la bourre à l'international, ça sera forcément une bonne nouvelle. Vincent, un mot, est-ce que c'est un petit peu la même histoire à Saint-Quentin?
Non, c'est pas la même histoire. Alors racontez-la, tant mieux. Enfin, c'est la même démarche en termes d'opportunisme par rapport à la création. Donc attention Arnaud, c'est pas un label. Les labels, c'est pour les métropoles. Non mais c'est ça, c'est pour ça que je parlais des métropoles. C'était la deuxième couche en fait de l'initiative French Tech sur les réseaux thématiques. Nous, depuis l'histoire que j'ai évoquée tout à l'heure avec Pierre, on pense que le positionnement du territoire où on a les ressources pour se différencier, c'est l'Internet des objets, et en particulier dans le monde de l'industrie et de l'agriculture. Et donc ça, c'est notre vision depuis le début, et c'est avec ça qu'on s'est positionné sur les projets européens. Et là, toujours dans cette... donc, quelque part, on était en décalage tout à l'heure, ce que j'ai dit, avec le positionnement robot numérique. Et là, on y a vu une opportunité de se rapprocher de nouveau de la collectivité locale et de se dire, mais plutôt d'avoir chacun sa stratégie, est-ce qu'on ne peut pas quelque part converger et offrir ce formidable outil de communication qu'est la French Tech. Donc d'abord dans un souci de faire émerger et de renforcer l'écosystème local. Et le deuxième niveau de réflexion, c'est de dire, ok, il ne faut pas que ce soit uniquement de l'opportunisme local, c'est de dire, qu'est-ce qu'on peut apporter au réseau national, donc au réseau national IoT et manufacturing sur lequel on a pu entrer. Et il y a deux choses principales, c'est une source de compétences, notamment avec l'université que j'ai cité tout à l'heure, aussi des moyens technologiques très particuliers, notamment avec ce qui se fait à la PFT Innovaltech. Et puis la deuxième chose importante qu'on peut apporter effectivement, en particulier au réseau IoT et manufacturing, c'est la connexion du faubourg numérique avec les projets européens dans le domaine de l'IoT. Et ça, c'est vraiment avec une approche entrepreneur, pas avec une approche de labo de recherche, vraiment avec une approche entrepreneuriale. Et la Commission européenne est très intéressée par ça. Et c'est très intéressant ce type de projet parce que directement, ça oblige à se projeter dès le début du projet à l'international, puisque tout se fait en anglais déjà. C'est déjà une première chose. Et puis, au minimum, on doit se projeter sur le marché européen. Voilà, donc c'est ça qui a motivé. Et vous voyez que 8 mois après, ça a marché, puisqu'on voit du Saint-Quentin French Tech partout sur le salon de la robot numérique. Donc il y a encore du travail à faire, mais c'est localement le mécanisme est engagé. Bon, Gilles, c'est quoi les prochaines étapes pour justement exister à l'international? Je vous voyais approuver encore une fois. Ouais. Où est-ce que doit nous emmener cette French Tech? En fait, ce qu'il faut retenir, je veux dire, on a parlé de label French Tech, les 13 territoires. Immédiatement après, on a remarqué que quand on parle French Tech, après, on ne sait pas c'est quoi notre force, vu les réseaux thématiques. Les réseaux thématiques, finalement, il y a vraiment toutes les thématiques qui ont été validées par territoire pour construire un réseau national des champions sur leur thématique. D'un coup, ça donne une meilleure visibilité encore sur l'expertise française. Parce ça n'existe pas encore. Ça veut dire qu'il faut les startups de santé, les startups agricoles. Qu'il faut un réseau national autour de la French Tech Santé, sur l'IoT. Donc, et d'un coup, ça donne une meilleure visibilité encore pointue, chirurgicale, sur l'expertise. C'est ça. Là. Donc, label French Tech, mais on ne sait pas quoi. C'est vague. French Tech thématique, on va au détail de l'expertise par territoire, par thématique. Donc ça, c'est ce qui est important. Après, il y a les hubs French Tech. En fait, on a lancé partout dans le monde les territoires où il y a le plus de relais, où il peut y avoir ce qu'on appelle une amplification et accélération de la présence française. Et beaucoup de territoires, le premier, c'était vraiment Silicon Valley, qui était le premier territoire labellisé hub French Tech. Après, on a eu le Brésil. Après, on a eu maintenant le Canada. On a eu presque une quinzaine de pays dans le monde. Il y a Israël, il y a le Côte d'Ivoire, en fait, pour essayer d'identifier les relais à l'international pour que quand on arrive dans un territoire, on a au moins un drapeau commun pour toute entreprise française qui vient de n'importe où du territoire. Et ça, c'est ce qu'on appelle les hubs. C'est-à-dire la même dynamique sur les 3 thématiques, fédérée, accélérée et rayonnée,
on le trouve à l'échelle internationale. Et ça veut dire que demain, sur l'IoT, si je me trouve sur un territoire, par exemple au Silicon Valley, bah, je vais trouver un bureau, un lieu, des équipes qui travaillent sur la marque. Et d'un coup, je ne me trouve pas seul. Et ça, c'est important parce que d'un coup, on garde la continuité de l'action et pas seulement lors d'un salon CES. Après, on revient, on ne sait plus demain qui va prendre le relais. Donc, les hubs French Tech sont les relais à l'international de cette marque et cette expertise française. Et ça, c'est important. L'idée de ce salon de la robot numérique, c'est aussi, et peut-être avant tout, de donner envie d'entreprendre. Alors désolé, c'est un grand classique, mais est-ce que vous avez un conseil pour un jeune entrepreneur, pour lui donner envie de créer sa start-up ou de faire attention à quelque chose? Il faut commencer par, quand on veut lancer sa boîte, quelle est la première question qu'il faut se poser, à quoi il faut faire attention? Fabrice, vous avez une idée ou je vous sèche? Le conseil que je donnerais, c'est... Moi, j'ai attendu trop longtemps, j'ai attendu 35 ans pour créer ma boîte. J'ai envie de dire que dans l'ADN de tout individu, on est entrepreneur. Être entrepreneur, c'est pas un talent particulier, c'est du bon sens au départ. Donc si on a une envie de créer, si on a une foi dans un projet, il faut se lancer parce que tout le monde sait nager dans cette piscine-là. Voilà. Faut vraiment oser y aller. C'est le conseil que je donne. Et tant qu'on n'a pas d'investissement à faire dans une machine-outil qui va coûter 3 millions d'euros, dans 40 hectares d'hangars qui vont coûter des millions d'euros, j'ai envie de dire, tant qu'on est dans la start-up et que ça va nous coûter 18 mois de boulot de développement avec 2 PC portables, 20 mètres carrés, du food, friends and family money, comme on dit, c'est-à-dire 8 000 euros parce que je vais réunir 2 000 euros parce que je mange des pâtes pendant 6 mois, parce que je vais gratter papa, maman et je vais gratter les copains. Foncez, il y a presque pas de risque. Oui, effectivement, déjà, il faut croire à son projet, déjà, c'est important. Et puis, je dirais aussi, faire ce que j'ai pas fait moi, c'est sûrement aller rencontrer plus de monde et plus de gens différents, confronter son projet. Et puis après, foncer, on est d'accord. Allez voir les clients, faites-les payer, c'est la meilleure source de financement. 100% des patrons de licorne ont tenté leur chance. Oser, c'est la même chose. Oser. Alors je suis désolé, j'ai une dernière question de journaliste, mais là on a parlé de territoire, de bottom-up, de ce qui vient des initiatives locales. On rentre là en France, allez, dans 6 mois d'une grosse campagne électorale où on parle encore peu de numérique, mais j'espère qu'on va parler de numérique. Qu'est-ce que vous attendez d'un prochain président de la République pour porter le numérique? Alors, est-ce que c'est une question hors sujet? C'est plus là que ça se joue, c'est sur les territoires? Ou est-ce que vous attendez un président qui saura porter un projet numérique pour la France? Moi, j'ai envie de dire j'attends de mon président qui fera une Fresh Tech puissance 10 ou 100 parce que typiquement on a vu tout à l'heure que les moyens mis sur la French Tech c'est 200 millions d'euros via l'outil BPI pour financer les startups. Et tout à l'heure je parlais d'OVH qui a levé à lui tout seul pour devenir un champion mondial ou asseoir ses positions mondiales, qui a levé 350 millions d'euros avec des capitaux américains. Donc moi je pense qu'il faut mettre au moins 10 fois plus de la part de l'État français pour financer des champions de ce niveau-là. Voilà. Mis à part ce que tu viens de dire, moi j'attends pas grand chose en fait, clairement des présidents. De toute façon, ça va poursuivre. De toute façon, les stats sont super clairs sur l'évolution de ce marché-là. Tant mieux si les politiques accompagnent, c'est forcément une bonne nouvelle. Mais de toute façon, ça va poursuivre. Ouais, je suis incompétent pour répondre à cette question-là. Par contre, je vais parler de la French Tech. Effectivement, aussi d'ajuster le tir et d'être innovant dans la vision de comment on peut construire des champions mondiaux. Si on essaye de copier ce qui se fait dans la Silicon Valley, la start-up, le modèle de la start-up emblématique de la Silicon Valley, c'est pas le Graal à reproduire à tout prix. Il y a peut-être des moyens de faire autrement et qui sont propres au tissu français, au tissu local. Et c'est aussi une spécificité qu'on veut porter dans Saint-Quentin French Tech, de dire qu'il y a des boîtes qui ont été créées il y a 30 ans, qui peuvent devenir des leaders mondiaux en intégrant du numérique, de l'IoT dans leur modèle économique. Et je pense y compris les vieilles boîtes, les vieilles boîtes entre guillemets. Et là, je pense qu'il y a un vivier
faut pas négliger dans le cadre de la French Tech ou dans d'autres cas, dans le cadre d'une réflexion sur l'innovation, en particulier dans le monde de l'industrie, mais c'est vrai aussi dans le monde agricole et les autres secteurs. On parlera justement demain, à partir de 10h, de l'industrie, de l'agriculture, à l'ère de l'IoT pendant toute la journée. Je vais vous laisser un mot pour conclure, Mongy. Alors, soit sur ma question à la con, non, sur les présidents de la République. Moi, ce que je peux vous dire, c'est il y a un an ou il y a 2 ans, en fait, j'ai fait une proposition qui, a priori, fait son chemin sur l'achat innovant pour le code marché public. Moi, j'étais surpris, il y a quelques années, à chaque fois que je pars aux États-Unis, je vois des startups qui ont comme référence clients Pentagone, département de défense, la NASA. Je dis, mais c'est pas possible. Comment des startups arrivent à avoir des belles références, à peine, parfois même pas encore créées? J'ai posé la question. En fait, j'ai découvert qu'aux États-Unis, en fait, au lieu de donner une subvention, on achète et on fait des précommandes. C'est exactement comme une subvention. Aujourd'hui, quand une entreprise PME, start-up, elle a une subvention, elle n'est pas fière de l'afficher sur son site. Le conseil régional m'a donné une subvention. Par contre, qu'il me passe commande. C'est un beau client. C'est bien. Donc aujourd'hui, peut-être si nos politiques réfléchissent, ils poussent un petit peu les marchés publics pour sortir de parfois beaucoup de clients qui sont des grands comptes, que ce soit de l'État, ne connaissent pas les startups innovantes qui sont capables de répondre à une problématique. Tout simplement parce qu'ils ne rentrent pas dans le référencement et ils ne répondront pas à un appel d'offres. Donc si demain, on ne peut pas inventer, accélérer cette idée d'achat innovant qui consiste à dire qu'un décideur peut prendre une partie de risque pour attribuer ce marché à des entreprises innovantes en accélération, en création. Et ça, à mon avis, peut développer beaucoup plus d'accélération digitale ou de transformation digitale de notre société. Il n'y a que ce spectre où les politiques peuvent aider. Le reste, je te rejoins, c'est à nous de faire le business, à nous de trouver nos clients, à nous de bouger et sortir de nos territoires, d'aller conquérir et faire la chasse en meute, en groupe, vraiment à l'international. Merci beaucoup à tous les quatre. On attend de voir vraiment ce que ça va donner.